Le ministère de la Justice des États-Unis prépare une affaire concernant un gigantesque complot du Parti démocrate. Pour ne pas parler en l'air et pour que vous ne pensiez pas que je suis ivre ou drogué, je vais d'abord vous montrer des extraits de la vidéo. C'est John Salamon jusqu'à présent. Eh bien, jusqu'à maintenant, il n'a encore jamais donné de fausses informations. C'est un complot criminel qui continue. Il va considérer l'État profond démocrate comme une opération de RIC. John vient tout juste de qualifier la direction du Parti démocrate d'État profond et de personnes impliquées dans le racket et la corruption au plus haut niveau. C'est un moment important, très probablement en Floride. Je pense qu'ils vont bientôt annoncer ces moments importants. Et dès que les condamnations commenceront, dès qu'ils seront accusés de choses compréhensibles pour tous, je pense que le pays va se retourner et dire « Oui, attendez, ils trichent ». En mars, l'affaire de la Louisiane va, selon moi, changer radicalement la situation pour les prochaines années. Les démocrates tenteront de gagner l'an prochain pour élargir la Cour suprême et revenir sur cette décision. Mais s'ils perdent l'année prochaine à cause du redécoupage des circonscriptions, la responsabilité commencera. Leurs secrets profonds et sombres, le fait qu'ils nous ont menti, seront révélés et les républicains montreront que l'approche adoptée par le président Trump a réellement amélioré de manière significative notre économie. Actuellement, Donald Trump connaît une situation paradoxale. L'économie progresse, mais la population ne le perçoit pas. Comme Bush père en 92 qui disait que l'économie allait mieux, mais que personne ne le ressentait, et il a perdu face à Clinton. Je pense que notre économie s'améliorera au printemps prochain. Les gens seront de meilleure humeur et les choses iront mieux. Mais beaucoup reste à faire et il faut rester sur la bonne voie. Un mandat leur a été donné. Ils ont accepté certains points du mandat. Trump a très bien arrêté la frontière, mais beaucoup d'autres points du mandat ne sont pas ressentis par les gens. Donald Trump doit faire parvenir ces mesures aux gens, car elles n'ont pas touché leur quotidien. Il devrait s'adresser au peuple depuis le bureau ovale la semaine prochaine pour dire « Voici mon bilan. Après 10 mois, j'ai progressé, mais il reste du travail. » Il doit s'adresser aux jeunes et aux latino-américains qui s'éloignent de lui. Ils reviendront vite, ainsi qu'à l'avenir. En fait, je suis d'accord avec Jean. Trump doit absolument faire le bilan à la fin de l'année, il le fera bien sûr, et il tracera la direction que prendra le pays, un mouvement vers l'amélioration de la vie de la population de ce pays. Et maintenant, parlons un peu d'autre chose. Mais nous reviendrons sur ce sujet et sur le thème « N'obéissez pas aux ordres » exprimé par les membres du Congrès du Parti démocrate un peu plus tard. Nous allons tout rassembler. Just the News a récemment reçu une lettre très importante de l'ancien directeur de la CIA, Mike Morell, qui avait organisé la lettre des 51 professionnels du renseignement, ceux qui ont prétendu que l'ordinateur portable de Hunter Biden relevait de la désinformation russe alors que c'était faux. C'est entre lui et John Brennan, l'un des signataires. Vous savez qui est John Brennan? Il a été le directeur de la CIA sous Obama, n'est-ce pas? C'est celui qui a conseillé Obama. Hillary Clinton monte un sale coup contre Trump, la soi-disant collusion russe. Juste avant le débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden, les informations de l'ordinateur portable de Hunter Biden circulaient activement. Mike Morell, ex-directeur de la CIA, dit à John Brennan « Signe cette lettre car j'essaie d'aider la campagne, surtout pour le débat de jeudi. » Un argument important. Messieurs de la CIA, du FBI et des autres agences de renseignement n'ont pas le droit, selon la loi, d'intervenir dans la politique intérieure des États-Unis d'Amérique. C'est interdit. Et pour cela, il faut punir. Et auparavant, il semble qu'on punissait. Pour riposter à Donald Trump sur cette question, une personne habilitée, le directeur de la CIA, savait que créer des renseignements n'est pas simplement un devoir civique. Avec 53 personnes, il a essayé de créer un moment politique et des preuves accablantes. Nous allons vérifier si le Congrès a cette lettre. C'est un document très important. C'est la principale preuve que c'était une sale manœuvre politique coordonnée avec la société de Barbara Biden. Ce sont de graves tromperies. Et qu'en est-il, disons, de 12 millions de personnes sur les 24 millions de signataires? Dans ce que nous appelons l'Obamacare, c'est-à-dire exactement la moitié des personnes couvertes,
L'Obamacare, dont on a cessé de parler, a commencé par Obama et tous les autres démocrates. Ils étaient tous couverts par une assurance. Les 24 millions, mais ces 12 millions, bien sûr, c'est nous qui les avons payés avec nos impôts. Ces 12 millions-là. La moitié d'entre eux n'avaient pas la moindre idée qu'ils étaient inscrits à l'Obamacare et payaient séparément eux-mêmes. Pour d'autres assurances, peut-être que ces 12 millions représentent 35 milliards de dollars par an provenant de l'argent des contribuables, que le gouvernement de Biden a payé pendant 4 ans, et tous les participants savaient ni que c'était une fraude. 35 milliards multipliés par 4 ans, cela fait 140 milliards de dollars. Je me suis déjà habitué à dire le mot milliard, même trillion, je me suis habitué à le dire. Avant, à chaque fois, je pensais « Mon Dieu, mais maintenant, on dirait que je m'y suis fait ». Ils ont volé 140 milliards et encore plus ailleurs. Il y a beaucoup de problèmes dans le domaine de la santé. Comme vous l'avez dit, le rapport du Government Accountability Office a été demandé par moi, le président Jordan et la présidente Cathy McMorris Rogers l'année dernière. Et les résultats publiés cette semaine sont très préoccupants. Un seul numéro de sécurité sociale avait plus de 125 polices différentes. Pour un seul numéro de sécurité sociale, eh bien, c'est une seule personne inscrite et payée par nous. Des dizaines d'obligations d'assurance étaient payées par nous, par nous, par nous. Personne ne vérifiait les doublons dans l'ordinateur, c'était difficile à contrôler et on ne nous a pas conseillé. Il y a 59 000 personnes officiellement décédées, mais les compagnies d'assurance continuaient à recevoir des subventions pour elles. Et si l'on regarde les 24 millions de personnes participant au programme dont tout le monde parle, il y en avait environ 12 millions l'année dernière. Ils n'ont fait aucune demande médicale, ignorant qu'ils étaient assurés. Ils avaient bien des demandes médicales, mais les compagnies d'assurance étaient subventionnées et ces personnes ont été inscrites automatiquement sans le savoir. Mais quand nous regardons le système de santé, ce dont nous discutons actuellement à Washington, c'est comment nous pouvons réduire le coût des soins médicaux pour tous les Américains, comment nous pouvons réduire le coût des primes d'assurance pour tous les Américains, comment nous pouvons créer plus d'accès. Autrement dit, sur 24 millions de patients couverts, 12 millions ne savaient pas qu'on payait pour eux. La suite, c'est vraiment génial. C'est une époque incroyable de vol et de pillage généralisé. J'ai même dit pour toi, mais la médecine est-elle la seule ? Qu'en est-il des écoles ? Et qu'en est-il des subventions au logement ? Alors, à votre avis, les démocrates qui ont organisé tout cela, l'ont-ils organisé pour eux-mêmes ? 5. Ils dorment tranquillement, du genre « peu importe ce que Trump va trouver là-bas, ça nous est égal, je ne m'inquiète pas ». Ou bien ils tremblent, de peur évidemment, et aussi de haine, peut-être même plus de haine que de peur. Ils sont prêts à tout, de mon point de vue. Par exemple, à l'alcool. Le gouverneur terrifié du Minnesota. Je m'appelle Mathieu Gagliotti, chef du département criminel du ministère de la Justice. Merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui alors que nous annonçons la plus grande opération coordonnée de lutte contre la fraude dans le secteur de la santé de l'histoire du ministère de la Justice. Aujourd'hui marque un moment décisif dans notre lutte pour protéger les contribuables américains contre les fraudeurs et pour préserver l'intégrité du système de santé américain. Aujourd'hui, nous annonçons l'inculpation de 320 à 340 personnes pour leur participation présumée à des schémas de fraude dans le secteur de la santé, impliquant de fausses demandes d'un montant d'environ 6 milliards de dollars déposés auprès de Medicare, Medicaid et d'autres programmes de soins de santé. Ce qui équivaut encore à 14,6 milliards de vols détectés. Et bien sûr, ils nous volent, vous et moi. Ils volent tout et partout, quoi qu'il y ait, ce n'est même plus de la kleptomanie. C'est une sorte de haine brûlante, d'envie. Si je ne sais pas gagner de l'argent, je vais voler. Ça ne vous rappelle pas la Russie, l'Ukraine, le Nigeria, le Bangladesh, le Maroc, la Géorgie avant Saakachvili ? Avec une liquidation d'une telle ampleur, il est impossible de décrire tout le travail pour arrêter chaque schéma, mais il y a 4 points clés qu'il faut souligner. Tout d'abord, clarifions ce que ces schémas frauduleux dans le domaine médical signifient pour chaque famille américaine travailleuse. Ces criminels n'ont pas seulement volé l'argent d'autrui,
Ils vous ont volé à chaque fausse déclaration, chaque facture falsifiée, chaque schéma de refus. Cet argent est directement pris dans les poches des contribuables américains qui financent ces programmes importants par leur travail acharné et leurs sacrifices. La suite. Et lorsque des criminels trompent ces programmes, ils ne font pas que voler, ils augmentent notre déficit national et menacent la viabilité des soins de santé pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les citoyens les plus vulnérables. Vous imaginez comment l'Amérique vivrait sans ces voleurs socialistes, oh pitié. Pourquoi je dis socialistes ? Parce que aider les personnes âgées et nous allons voler, aider les immigrés et nous allons piller, aider à purifier l'eau, l'air et nous allons tromper et tout emporter. Si ce n'est pas tout, c'est presque tout. Parce que quand l'État collecte pour de bonnes causes, c'est cet État par les mains de ses employés. L'État n'a pas de main à lui. Il ne peut pas s'empêcher de plonger la main dans cette poche, de prendre pour lui-même. Eh bien, au pire, pour notre parti qui veut le bien des gens, alors que l'autre parti ne veut pas le bien des gens, ou veut, mais n'y arrive pas pour l'instant. Bonjour, je suis Carmite Dillon, assistante du procureur général aux droits civiques. Je suis ici pour partager des informations clés sur l'une de mes missions au ministère de la Justice, faire respecter nos lois électorales fédérales. Voici quelques faits et chiffres pour vous concernant les 8 derniers mois. Le ministère de la Justice a demandé aux 50 États de partager leurs listes électorales pour respecter la loi sur l'aide au vote garantissant leur mise à jour. 4 États ont répondu positivement. Nous avons intenté une action en justice tôt contre la Caroline du Nord et ils vérifient les dossiers de 100 000 électeurs qui ont été inscrits à tort sur leurs listes électorales et ils vont résoudre leurs problèmes volontairement. Nous avons un accord avec presque une douzaine d'autres États et je m'attends à ce que ce soit très bientôt. Nous allons examiner leurs données électorales et les comparer à nos dossiers, en les aidant à nettoyer ces listes électorales. Actuellement, nous avons 15 procès contre 14 États. La Californie en a reçu 2 et nous sommes en procès avec eux. Ils refusant de fournir les données, alors que de nombreux États transmettent volontairement les listes électorales à la Californie. Encore 14 États ont refusé de montrer au gouvernement fédéral qui figure sur leurs listes électorales. La Californie a refusé de montrer aux fédéraux les listes de ceux qui élisent le gouvernement fédéral. Vous pensez que tout est clair en Californie ou qu'ils ont quelque chose à cacher ? Partout où l'on creuse, il y a tromperie, falsification, fraude et vol. Et maintenant, revenons à notre vidéo la plus importante, celle qui appelle à ne pas obéir à Donald Trump. Donald Trump. Les élections de novembre 2026 dépendront, à tort ou à raison, principalement de l'économie. La gauche le sait, elle sait 2 choses. Premièrement, il y a une augmentation colossale prévue de la production de pétrole ainsi que de gaz naturel. Deuxièmement, la déréglementation et la réduction significative des impôts prévus par ce projet de loi ambitieux et très avantageux qui entrera pleinement en vigueur en 2026. Et même si seuls 5 000 milliards d'investissements étrangers sont réalisés, cela reste énorme, 7 à 8 fois plus que ce qu'a obtenu Joe Biden lors de sa dernière année. Si on additionne tout cela, l'économie qui prospère actuellement, le vendredi noir, après la fête de Thanksgiving, les ventes en ligne ont atteint près de 11 milliards de dollars. C'était un record. Non seulement c'était mieux que l'année dernière à la même époque sous l'administration Biden, mais c'était mieux que jamais dans l'histoire. Donc l'économie est déjà forte et vous pouvez imaginer que ces catalyseurs et ces incitations qui arrivent, la déréglementation, la baisse des impôts, les investissements étrangers massifs, l'expulsion de 2 millions de personnes des États-Unis chaque année qui recevaient probablement des aides sociales et étaient impliquées dans de nombreux cas de criminalité vont renforcer cette dynamique. Vous voyez bien ce qui va se passer. L'économie va prospérer en 2026 et la gauche le sait. Alors quelle est leur stratégie? Ne parlez pas de l'économie de Trump. Et qu'est-ce qu'on voit? Ils attaquent Tesla, ils incendient des concessions. Tesla, ils veulent chasser les voitures Tesla des routes. Parce que Elon Musk est le prince des ténèbres et il a été impliqué dans DOGJ, il a diabolisé DOGJ, il s'est opposé au moteur à combustion interne. Théâtre de rue, émeutes,
appelez-les Gestapo, dites qu'ils sont pires qu'Hitler, poursuivez la garde nationale qui a rétabli l'ordre à Washington, appelez à une résistance massive, qualifiez cela d'illégal, fermez le gouvernement. Ils ont fermé le gouvernement plus longtemps que jamais dans l'histoire. Ils l'ont fermé pendant 40 jours sans aucun but. Ils n'ont rien accompli, soi-disant, ils n'ont rien accompli. Éteins, c'est à toi. D'éminents sénateurs et représentants du Parti démocrate ont enregistré une vidéo qu'ils disent aux soldats américains, à tous les 3 millions de militaires en service actif, que vous n'avez pas à obéir à cet ordre. Si, selon votre sagesse juridique, vos vastes connaissances en droit, vous êtes un simple soldat et lui un supérieur, il vous dit d'aller derrière cette colline et vous pensez que vous ne devriez pas le faire, que c'est illégal, alors créez le désordre. Je pense que cette vidéo n'est pas anodine, mais fait partie d'une grande stratégie de méfiance envers le pouvoir, selon le principe machiavélique diviser pour mieux régner. La suite. Le plus important, ce sont les dossiers Epstein. Aviez-vous les dossiers Epstein? Pendant 4 ans, sous les démocrates de Joe Biden, je savais que Donald Trump l'avait déjà exclu de son cercle d'amis avant même qu'il ne soit condamné pour quoi que ce soit. Environ 80 à 90% des personnes dans les dossiers Epstein sont mentionnées dans des emails, des services de messagerie courte, des transcriptions d'audience ou des fichiers ARS. Environ 80 à 90% sont démocrates, d'où l'absence de publication sous leur mandat. Mais peu importe, dites simplement les dossiers Epstein, les dossiers Epstein, les dossiers Epstein, les dossiers Epstein. Donald Trump déclare enfin, ils ont été publiés, et alors, on n'entend que des grillons, sauf peut-être sur Larry Summers. Démocratie, mais silence. Pourquoi la gauche n'exige-t-elle pas la publication de chaque nom? Parce qu'ils ont plus de donateurs démocrates que Trump n'a de donateurs républicains dont on parle. Donc les dossiers d'Epstein, comme le confinement, comme tout ce théâtre de rue, comme toutes ces vidéos, comme tout ce langage vulgaire, ils ont été conçus dans un seul but, pour une seule raison, pour une seule chose: détourner votre attention de l'économie. Et cela avant même que les résultats des réformes de Trump n'aient un impact notable sur la vie de l'Américain moyen. Inventez le mot accessibilité. Le véritable message, c'est que nous, les démocrates, avons augmenté les prix de 21% lorsque nous étions au pouvoir, soit de 4,5 à 5,2% par an. Nous avions d'énormes déficits budgétaires, nous avons augmenté la dette publique de 8 000 milliards de dollars, nous avions un déficit de 1 000 milliards de dollars. N'en parlez pas, dites simplement que chez Donald Trump, en 10 mois, l'inflation est de 3%, soit la même qu'à son entrée en fonction, et donc il est responsable des 21% que nous avons accumulés, et nous appellerons cela l'accessibilité. Mon message à l'administration Trump et à vous tous qui m'écoutez en ce moment est le suivant: laissez de côté tout ce théâtre de rue, toute la pornographie, tout le langage grossier, toute l'activité rebelle, et concentrez-vous simplement sur l'économie. Après avoir discuté de 2 points clés, 2 points, en quoi cela est-il déjà meilleur que la moyenne des 4 années précédentes? Mais plus important encore, montrez pourquoi il y aura un véritable boom en 2026. Messieurs, je ne suis pas économiste, bien sûr Victor Hanson non plus n'est pas économiste, donc ni ses paroles ni les miennes ne peuvent, comme on dit, être sérieusement discutées en matière d'économie. Mais voici tous les miens. Il semble que ses sensations, son expérience, son intuition, sa connaissance de la vie prédisent qu'à la fin du printemps, au début de l'été, un boom économique commencera aux États-Unis. Et à cause de cela, les démocrates veulent la continuation de ceci et de cela. Avec une écharpe, il faut diriger le flux et l'automatiser correctement. Au revoir et à bientôt.